T'as-tu déjà réfléchi à la manière dont un peuple issu des ténèbres de vieux mythes a réussi à bâtir l'une des plus puissantes et mystérieuses civilisations de l'histoire? Voici le récit des Aztèques, un empire qui a prospéré avec magnificence, dirigé par des dieux intransigeants et des tactiques militaires astucieuses. Cependant, il a fini par tomber sous l'emprise de ses propres vulnérabilités internes et des conquistadors qui sont arrivés de l'autre côté de la mer. Engageons-nous dans cette odyssée grandiose, partant de ses débuts modestes pour arriver à son apogée et sa déchéance, où chaque brique de ses édifices et chaque offrande témoignent d'une saga de pouvoir et de destinée. Le récit des Aztèques débute dans un royaume imprégné de mythes, Aztlán, où l'on raconte que les hérons exécutaient une danse sur des eaux paisibles. Ce lieu légendaire symbolisait un havre de paix, mais il ne constituait pas la dernière étape du parcours des Aztèques. Leur divinité, Huitzilopochtli, leur a commandé de quitter leur terre natale et de trouver un autre lieu pour établir un empire. Cette directive divine a marqué le commencement d'une odyssée qui s'étendit sur plus de 100 ans, un périple héroïque qui les conduisit à braver des déserts arides, des sommets majestueux et des régions inhospitalières. Durant la migration, chaque mouvement était dirigé par les prêtres, qui déchiffraient les présages divins dans le ciel et sur le sol. On raconte qu'à un certain point, les Aztèques envisageaient de renoncer, accablés et affamés. Cependant, Huitzilopochtli les a frappés avec des tempêtes et des éclairs, leur rappelant que leur mission était sacrée. C'est cette capacité à surmonter l'adversité qui a forgé leur identité collective, ensemenceur en eux d'un peuple appelé à régner. Finalement, en 1325, ils atteignirent un lac encerclé de montagnes et aperçurent le symbole prédit, un aigle sur un cactus, engloutissant un serpent. C'était un emblème qui représentait la victoire sur les difficultés et l'engagement vers la prospérité. C'est là, au cœur du lac Texcoco, qu'ils choisirent d'ériger Tenochtitlan, une cité qui semblait flotter comme un prodige sur les eaux, défiant le bon sens et les lois de la nature. Tenochtitlan était non seulement une prouesse d'ingénierie, mais aussi un témoignage de foi. Les Aztèques ont conçu des chinampas, qui sont des îlots artificiels, dans le but de produire de la nourriture et d'agrandir leur territoire sur le lac. Rapidement, la ville s'est transformée en un pôle dynamique de commerce, de culture et de spiritualité. Ces pyramides et temples touchaient presque le ciel, rappelant à chacun qu'elle était une cité favorisée par les divinités et promise à une grande destinée. Cette cité, issue du dévouement et de la soumission aux dieux, s'est transformée en centre névralgique d'un empire ayant laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la Mésoamérique. Tenochtitlan représentait le couronnement d'un parcours sacré et le commencement d'une période marquée par les conquêtes, la puissance et les contradictions. À Tenochtitlan, la religion ne se limitait pas à être un simple acte de croyance, elle était le moteur de toutes les décisions majeures. La politique, les stratégies de guerre et les relations diplomatiques étaient influencées par les mythes et légendes. Le dieu du soleil et de la guerre, Huitzilopochtli, exigeait des offrandes en sacrifice pour préserver sa force et assurer la continuité de l'univers. Cette conviction de base légitimait les offrandes humaines et renforçait le pouvoir de la classe dirigeante. Les prêtres jouaient un rôle crucial puisqu'ils déchiffraient les volontés divines et communiquaient leurs directives à la population. Si un présage annonçait des périodes troublées, les gouvernants étaient contraints d'agir de manière radicale, en initiant des opérations militaires ou en procédant à d'importants sacrifices, afin d'atténuer la fureur divine. Cette reliance sur les mythes pour orienter les décisions non seulement consolidait l'autorité des prêtres, mais aussi garantissait l'unité de la population autour d'un objectif partagé. Un exemple marquant de l'impact des mythes sur la politique et l'expansion territoriale. Les Aztèques étaient convaincus que leur divinité les avait chargés de conquérir et de dominer d'autres nations.
Cette conviction ne leur fournissait pas uniquement un motif pour faire la guerre, mais leur octroyait aussi une légitimité, sacrée à leurs propres yeux et à ceux de leurs sujets. La guerre n'était pas simplement un acte de conquête, elle représentait également une obligation spirituelle, une action indispensable pour préserver l'harmonie cosmique. Les mythes servaient aussi d'instruments de régulation sociale. Des récits, tels que celui de l'avènement de Huitzilopochtli, qui a dû batailler et triompher de ses propres frères pour obtenir le contrôle, servaient à légitimer les actes les plus cruels des dirigeants tout en réaffirmant la notion que le sacrifice et la brutalité étaient indispensables à la survie. Ces histoires étaient acceptées par la population, car elles s'entremêlaient avec leur identité collective et leur perception du monde. Dans cette trame de mythologie et de politique, les Aztèques ont su établir une justification et un soutien pour leurs décisions, veillant à ce que le respect des dieux soit l'assise fondamentale de la société. Ce croisement entre le sacré et le profane constituait à la fois leur principale force et leur germe de destruction. Aztlán ne représentait pas simplement une légende, mais plutôt la source mythique qui déterminait l'identité des Aztèques. On affirmait qu'il s'agissait d'un Éden disparu, un endroit de prospérité et de tranquillité abandonné par les Aztèques pour poursuivre une destinée plus importante. Non seulement ce mythe d'origine nourrissait la fierté et l'unité parmi les Aztèques, mais il était aussi la justification de leur sentiment d'infériorité par rapport aux autres peuples. Ils étaient les privilégiés, dirigés par la volonté d'un Dieu qui non seulement veillait sur eux, mais réclamait aussi des offrandes pour préserver l'équilibre cosmique. Tous les aspects de la vie étaient imprégnés de religion. Dès leur plus jeune âge, l'éducation des enfants incluait des leçons sur les divinités et les récits de leurs origines. Les célébrations et les rituels ne se limitaient pas à être des réjouissances. Ils constituaient des occasions où l'ensemble de la collectivité participait, garantissant ainsi la solidité des liens sociaux et religieux. Les pyramides et les temples, notamment le Templo Mayor à Tenochtitlan, constituaient le noyau de ces rituels, des espaces où la piété prenait forme à travers d'imposantes cérémonies et des offrandes de sang. Les prêtres jouaient un rôle crucial. Ils servaient de pont entre le monde terrestre et le monde divin, leur influence touchant toutes les strates de la société. Leurs mots et leurs actions déterminaient le sort des nations, et leur pouvoir n'était pas contesté. Cette reliance sur les prêtres et les rituels maintenait un contrôle strict sur la société tout en instillant à la fois la peur et l'admiration. La conviction en un destin fixé d'avance, dirigé par des puissances échappant à la compréhension humaine, conférait un sens à l'existence aztèque et consolidait la fidélité à l'Empire. Alors que Tenochtitlan se développait, ses aspirations s'amplifiaient également. Les Aztèques ont commencé à percevoir leur expansion comme une mission divine. La religion s'est transformée en un catalyseur de la conquête, tandis que la guerre est devenue un acte sacrificiel. Chaque triomphe faisait l'objet de rites célébratoires, tandis que chaque échec était perçu comme une épreuve divine, à relever avec davantage de piété et de sacrifice. Le dévouement inconditionnel à leurs convictions a modelé la personnalité de l'Empire aztèque et a constitué un des facteurs qui ont permis à leur société d'atteindre des degrés aussi avancés en matière d'organisation et de puissance. Toutefois, cette même inflexibilité et adhésion à la foi les rendait aussi exposés, particulièrement quand ils ont commencé à se confronter à un adversaire dont les convictions étaient totalement différentes et qui considérerait leur piété comme une fragilité. Tenochtitlan était une prouesse d'ingénierie et d'organisation. Ces Chinampas, aussi appelés jardins flottants, assuraient un approvisionnement alimentaire suffisant pour une population en expansion continue, et ces marchés étaient le centre d'un frémissement d'activité où se procédaient des échanges de marchandises de tout l'Empire et même au-delà. La cité était décorée de temples dorés et de places grandioses.
tandis que les canaux qui l'inondaient lui conféraient une apparence semblable à une ancienne Venise. Cette prospérité matérielle offrait aux Aztèques un sentiment de fierté et de prééminence. Toutefois, derrière cette illusion de magnificence se cachait une facette sombre que peu d'empires de l'Antiquité étaient en mesure de rivaliser. Les sacrifices humains, exécutés avec une précision effrayante, rappelaient continuellement que la force de Tenochtitlan était fondée sur le sang. On prétendait que lors des plus grandes cérémonies, le Templo Mayor pouvait entièrement se colorer en rouge. Ce phénomène servait à la fois d'acte de dévotion envers les dieux et de source d'effroi pour les sujets et les ennemis. Ce paradoxe entre prospérité et violence captivait non seulement, mais troublait également les observateurs extérieurs. Selon les Aztèques, les sacrifices étaient indispensables sur le plan spirituel. Sans ces rituels, l'univers plongerait dans une obscurité sans fin. Toutefois, pour les populations opprimées, ces rituels évoquaient la dureté de l'emprise aztèque et constituaient une motivation à trouver un moyen de s'émanciper. La richesse de la cité était autant sa puissance que son point faible, car elle générait à la fois révérence et animosité. Pour les Aztèques, les sacrifices et la dévotion à leurs dieux offraient un objectif commun, une motivation pour se battre et s'élargir. Toutefois, cette même cohésion religieuse les rendait aussi rigides. Ils ne pouvaient pas concevoir un univers où ils n'auraient pas à l'alimenter avec du sang. Ce paradoxe a influencé la dynamique interne de l'entreprise, où richesse et terreur cohabitaient dans un équilibre précaire. Cet équilibre, qui a été préservé pendant des générations, a commencé à présenter des signes de rupture alors que la pression s'intensifiait de l'extérieur et de l'intérieur. L'émergence de nouvelles épreuves testerait la robustesse de cet empire si complexe, et l'histoire illustre que même les sociétés les plus majestueuses peuvent s'effondrer si leur base repose sur une stabilité aussi précaire. L'un des aspects les plus fascinants de l'Empire aztèque est la dichotomie entre l'abondance matérielle et la cruauté des offrandes humaines. En dépit de leur succès dans l'ingénierie, l'agriculture et le commerce, c'étaient les sacrifices qui symbolisaient leur pouvoir. Des cérémonies publiques étaient mises en place durant lesquelles des dizaines de milliers de captifs étaient offerts en sacrifice pour honorer les divinités, notamment Huitzilopochtli, qui réclamait du sang pour assurer le mouvement du soleil. Pour les Aztèques, le sacrifice humain représentait à la fois un acte de dévouement et une manifestation de puissance. En démontrant leur aptitude à capturer et éliminer leurs adversaires, ils ont envoyé un signal limpide aux autres peuples. La puissance de Tenochtitlan n'était pas uniquement fondée sur sa prospérité, mais aussi sur sa détermination à imposer une domination totale. Ceux-ci consolidaient leur position tout en engendrant la peur et le ressentiment chez les peuples assujettis. Ces cérémonies étaient perçues par le peuple non seulement comme une obligation, mais également comme une nécessité. Ils étaient convaincus que sans ces sacrifices, le monde sombrerait dans le désordre et l'obscurité. Cette conviction les a entraînés dans un paradoxe inéluctable. Plus leur expansion et leur capture étaient grandes, plus ils avaient besoin de sacrifices, ce qui impliquait à son tour plus de conquêtes. C'était un cycle ininterrompu qui força l'Empire à progresser, sans possibilité de faire pause et remettre en question sa route. Toutefois, cette pratique était également à l'origine des germes du conflit. Les communautés vivant sous le règne des Aztèques commençaient à considérer leurs maîtres non plus comme des gardiens, mais comme des exécuteurs qui les employaient pour apaiser leurs divinités assoiffées. Cette vision suscitait la haine et une révolte sous-jacente qui interviendrait plus tard de façon déterminante dans la dégringolade de l'Empire. Quand les conquistadors espagnols firent leur arrivée, ils découvrirent une société florissante, mais vulnérable. Les offrandes qui avaient appuyé les Aztèques pendant une période prolongée se sont transformées en un point de faiblesse. Les populations opprimées
ont vu dans les Espagnols une chance de se libérer, et le cycle qui avait soutenu Tenochtitlan a finalement commencé à s'écrouler sous sa propre masse. Le monde mésoaméricain était peuplé de civilisations dotées de traditions et de rituels foisonnants, dont plusieurs avaient des coutumes comparables à celles des Aztèques, bien que certaines différences majeures soient notables. Par exemple, les Mayas réalisaient aussi des sacrifices humains. Cependant, ces rituels étaient moins fréquents et étaient habituellement associés à des événements particuliers comme les éclipses ou la dédicace de temples. Chez les Mayas, les sacrifices étaient perçus comme une transaction entre le monde matériel et le monde divin, mais la grandeur de ces rituels semblait bien modeste comparée à celle du dispositif rituel aztèque. Considérés comme les ancêtres culturels des Aztèques, les Toltèques ont aussi eu un impact important sur les rituels de Tenochtitlan. On affirme que les Aztèques ont emprunté une portion de leur cosmologie aux Toltèques, y compris la notion que les conflits et les offrandes étaient indispensables pour sustenter les divinités et préserver l'équilibre cosmique. Le concept de guerre rituelle, également appelé guerre florale, était un procédé destiné à la fois à capturer des captifs pour les offrir en sacrifice et à renforcer l'autorité militaire. Toutefois, en dépit des ressemblances, les Aztèques ont poussé ces rites à une limite jamais atteinte auparavant. Selon les chroniques et les documents historiques des conquistadors, il est attesté que les Aztèques avaient la capacité de sacrifier des milliers d'individus en une seule occasion, ce qui les caractérisait comme une communauté où la foi et le sacrifice ne constituaient pas simplement des éléments, mais le pivot autour duquel s'articulait l'ensemble de leur organisation politique et sociale. Cette action excessive ne servait pas seulement à consolider l'autorité de Tenochtitlan, mais aussi à distinguer les Aztèques de leurs voisins, les établissant comme une force qui régnait par la terreur et le pouvoir divin. Toutefois, cette perception les exposait aussi à la vulnérabilité. Les groupes ayant subi l'oppression sous les Aztèques ont commencé à rechercher toute occasion de se révolter et de fuir l'emprise des temples sacrificiels, une vulnérabilité que les Espagnols ont habilement exploitée. L'analyse comparative avec d'autres civilisations met en évidence comment les Aztèques ont su exploiter des composantes partagées et les sublimer pour en faire un instrument de domination sans pareil. Non seulement cela a renforcé leur pouvoir, mais cela a aussi établi les bases de leur chute inévitable, lorsque la violence qui les fortifiait les a également coupés de leur sujet. Les Aztèques ont débuté en tant que communauté migratrice en quête d'une terre d'accueil. Néanmoins, leur transition d'une société axée sur l'agriculture et la religion vers un empire militaire a été jalonnée de difficultés et d'ajustements. Lorsqu'ils sont arrivés dans le golfe du Mexique, ils ont découvert un univers déchiré, peuplé de royaumes et de cités-États qui avaient déjà mis en place des structures politiques sophistiquées. Dans ce cadre, les Aztèques mirent rapidement en place des tactiques guerrières et des coalitions pour garantir leur existence. Le premier pas significatif vers leur développement fut la création d'une armée puissante et rigoureuse. Pour les Aztèques, la guerre n'était pas simplement un impératif défensif, mais aussi un déploiement du mandat divin. Chaque affrontement offrait une chance de montrer l'approbation des divinités et de saisir des captifs pour les offrandes rituelles. De ce fait, la guerre s'est transformée en un aspect de la vie quotidienne et un élément moteur de l'organisation sociale. Dès leur tendre enfance, les jeunes étaient formés dans l'art de la bataille. Les guerriers qui capturaient le plus d'ennemis progressaient alors dans la hiérarchie sociale, acquérant des terres et de l'estime. Cette stratégie belliciste a entraîné le renforcement de la Triple Alliance, une entente entre Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan, modifiant ainsi la balance du pouvoir dans cette zone géographique. Initialement, l'Alliance avait pour objectif de faire front commun contre des adversaires partagés et d'affermir le contrôle des trois États. Cependant,
Tenochtitlan s'est rapidement imposé comme la puissance dominante, orchestrant les opérations militaires et recevant la plus grosse portion du butin de guerre. La transition vers une société militarisée a aussi eu des répercussions importantes sur la vie de tous les jours. Des campagnes fructueuses ont amené des hommages et des ressources provenant des peuples dominés, ce qui a permis d'enrichir Tenochtitlan et de réaliser d'importants travaux d'infrastructure tels que des temples, des chaussées et des aqueducs. Toutefois, la nécessité permanente d'élargissement pour soutenir la machine de guerre et réaliser les sacrifices rituels imposait un poids sur l'Empire, engendrant du ressentiment parmi les citoyens et préparant le chemin vers la révolte. La mutation d'une communauté migrante en un redoutable État militaire témoigne de l'adaptabilité et de l'ingéniosité des Aztèques, mais aussi de leur dépendance à un cycle de violence qui, malgré son ascendant, finira par se révéler fatal. C'est grâce à la Triple Alliance que Tenochtitlan a pu transformer sa stature d'une simple ville en un empire craint. Créée en 1428, cette alliance a rassemblé les forces des Aztèques, de Texcoco et de Tlacopan afin de renverser les puissants seigneurs d'Azcapotzalco qui avaient longtemps régné sur la région. Cet accord stratégique a non seulement libéré Tenochtitlan de l'oppression, mais a aussi établi les fondations d'un système d'expansion qui serait essentiellement à l'avantage des Aztèques. L'Alliance opérait en tant qu'accord de répartition du pouvoir et des ressources. En dépit de l'objectif partagé de se répartir le butin et les territoires conquis, Tenochtitlan s'est vite imposé comme le partenaire prédominant. C'est grâce à sa compétence dans la conduite des opérations militaires et l'élaboration de plans de conquête qu'il est devenu le leader de l'Alliance. Texcoco, célèbre pour ses érudits et tacticiens, offrait savoir et légitimité culturelle, tandis que Tlacopan agissait comme un associé de moindre importance qui profitait des conquêtes tout en ayant moins de visibilité. Il n'a pas été aisé de préserver l'unité au sein de l'Alliance. Des tensions émergeaient en raison de la répartition déséquilibrée du butin et des choix tactiques qui avantageraient Tenochtitlan. Néanmoins, l'Union a réussi à maintenir sa cohésion en raison de la menace persistante de révoltes extérieures et de l'impératif partagé de sauvegarder leurs intérêts contre d'autres forces mésoaméricaines. Grâce à la création de cette coalition, les Aztèques ont pu renforcer leur emprise sur le bassin du Mexique et au-delà. Chaque victoire renforçait l'emprise de Tenochtitlan sur la région, amplifiant le flux des tribus et des captifs destinés au sacrifice. Cette phase de croissance rapide a mené l'Empire à son sommet, mais a aussi amplifié sa dépendance à un système qui exigeait des conquêtes continues pour préserver la stabilité interne et le cours des ressources. L'établissement de la Triple Alliance a non seulement entraîné une modification de l'équilibre des forces en Mésoamérique, mais a également signifié l'aube d'un empire qui paraissait invincible. Toutefois, comme toute vaste organisation bâtie sur la conquête et la domination, ses bases ont commencé à présenter des signes de défaillance qui seraient plus perceptibles dans les décennies à venir. Pour les Aztèques, préserver l'unité de la Triple Alliance représentait un challenge permanent. Alors que Tenochtitlan gagnait en puissance et voyait grandir ses aspirations, les frictions au sein des alliés s'intensifiaient. Le partage du butin et les droits de gouverner les territoires conquis suscitaient des tensions, notamment lorsque Texcoco et Tlacopan prenaient conscience que Tenochtitlan profitait le plus des gains. L'un des défis majeurs était de contrôler les insurrections dans les territoires conquis. Le contrôle aztèque était souvent ressenti par les peuples conquis, notamment en raison des tribus exigées et de la requête de captifs pour les sacrifices. Malgré une puissance militaire notable, l'Alliance était constamment à court de ressources en raison de la nécessité de réprimer des rébellions et requérait une coordination scrupuleuse entre ses trois membres. L'absence d'une riposte
coordonné à ces dangers, fragilisait l'Alliance et exposait Tenochtitlan au risque que ses alliés cherchent des ententes plus avantageuses. La politique interne de l'Alliance compliquait aussi la cohésion. Les divergences dans l'organisation gouvernementale entre Tenochtitlan, dirigé par un empereur guerrier, et Texcoco, réputé pour son orientation plus académique et diplomatique, engendraient des frictions quant aux tactiques d'expansion et de domination. Cette divergence dans les méthodes provoquait des désaccords sur le moment et la manière d'agir, ce qui retardait parfois les réactions face aux menaces extérieures. Pour maintenir la fidélité de leurs alliés, souvent par le biais d'unions, politiques et de promesses en termes de terre et de pillage, les Aztèques ont dû faire face à des pressions internes et externes. Toutefois, ces efforts de réconciliation dissimulaient parfois les problèmes fondamentaux et nourrissaient des rancœurs sous-jacentes. Bien que l'unité de la Triple Alliance fût impressionnante, elle reposait sur un fragile équilibre de force qui nécessitait une expansion constante et une crainte commune des adversaires extérieurs. Cet équilibre précaire deviendrait intenable lorsque les conditions changeraient radicalement avec l'invasion des conquistadors européens, un événement qu'aucun membre de l'Alliance ne serait capable de prévoir ou de gérer efficacement seul. L'Alliance, qui avait bâti un empire, serait bientôt confrontée à des épreuves qu'elle n'avait jamais rencontrées jusqu'à présent. L'ère de leadership d'Itzcoatl a constitué un point de basculement dans l'histoire aztèque. C'est sous son règne que la Triple Alliance s'est renforcée et que Tenochtitlan a entamé sa métamorphose d'une ambitieuse cité-État à une puissante capitale d'un grand empire. Itzcoatl, réputé pour sa ruse en stratégie militaire et politique, a mené des expéditions qui ont étendu la domination aztèque à travers la vallée de Mexico et au-delà. Il prit l'une de ses décisions les plus stratégiques en faisant alliance avec les Texcocans et les Tlacopanecas pour déloger les seigneurs d'Azcapotzalco, supprimant alors un concurrent redoutable et établissant la domination aztèque. Sous le règne d'Itzcoatl, l'histoire officielle a été révisée. On a donné l'instruction de détruire les archives anciennes qui ne corroborent pas la vision des Aztèques en tant que peuple élu par les divinités. Cette action, même si elle suscite des controverses, a contribué à consolider le récit de l'immensité divine de Tenochtitlan et à renforcer la fidélité envers l'Empire. L'alliance entre la force militaire et la manipulation idéologique a établi les fondements de la suprématie aztèque pour les générations futures. Montezuma Ier, qui a suivi Itzcoatl, a élevé l'Empire à de nouveaux sommets. Il a instauré des réformes qui ont agrandi le pouvoir aztèque et mis en place un système fiscal assurant un approvisionnement continu de ressources vers Tenochtitlan. Montezuma Ier était à la fois un leader militaire et un gestionnaire habile. Sous sa direction, d'importants travaux d'infrastructure ont été accomplis, comme la construction d'aqueducs et de majestueux temples, contribuant à l'amélioration de la qualité de vie dans la capitale et à la solidification de son rôle en tant que centre culturel et politique. Le règne de Montezuma I est considéré comme un âge d'or, une époque marquée par une expansion exceptionnelle et une accumulation inégalée de richesses. Toutefois, les germes de futurs problèmes ont également été plantés. L'exploitation et la conquête des peuples assujettis ont commencé à susciter des ressentiments. La pression fiscale et l'appel à l'incarcération des sacrificateurs nourrissaient une tension sous-jacente qui finirait par se manifester. L'héritage de ces dirigeants comportait un cocktail d'accomplissements et de problèmes sous-jacents. Malgré l'édification d'un empire impressionnant, celui-ci reposait sur des bases de peur et de soumission. Ce paradoxe deviendrait manifeste lorsque l'Empire se confronterait à des enjeux extérieurs qui ne pourraient être résolus seulement par la force militaire. Le système fiscal aztèque constituait l'une des principales forces de leur empire, tout en étant également l'un de ses points de vulnérabilité les plus notables. Pour soutenir son économie et sa machine de guerre, Tenochtitlan reposait
sur le tribut prélevé auprès des peuples conquis. Les produits tributaires incluaient des provisions alimentaires, des matériaux de construction et des prisonniers destinés au sacrifice. Ce dispositif offrait aux Aztèques la possibilité de jouir d'un degré de prospérité et d'opulence que rares sont les cités de l'Antiquité à pouvoir égaler. Toutefois, cette méthode d'exploitation engendrait des coûts importants. Les cites communautés tenues de verser un tribut éprouvaient du ressentiment face à l'ardeur des exigences et à la cruauté des représailles infligées par les Aztèques en cas de manquement. Les leaders aztèques, fixés sur la préservation du flot de ressources et la conformité aux exigences divines, prenaient rarement en compte l'établissement de rapports diplomatiques plus équilibrés avec leur population. Cette stratégie de gouvernance qui repose sur la peur et la puissance militaire favorisait une paix précaire, conservée uniquement grâce à l'ultimatum d'une sanction. Il y avait également des frictions parmi les nobles, car la répartition des tribus n'était pas toujours juste. Dans certaines régions périphériques de l'Empire, quelques seigneurs locaux ont commencé à défier l'autorité centrale de Tenochtitlan. La fidélité imposée n'est jamais garantie, et cela s'est transformé en point faible pour les Aztèques. Quand les Espagnols se présentèrent, de nombreux groupes considèrent cela comme une chance de se libérer de la domination aztèque. Le besoin incessant de payer des tributs a poussé les Aztèques à une expansion constante. Les conquêtes servaient à la fois d'outils pour acquérir du prestige et de nécessité pour nourrir l'appareil étatique. Cependant, ce cycle de conquête et d'imposition était intenable. Avec l'ajout progressif de nouveaux territoires, les limites à protéger et les soulèvements à écraser se sont également accrus. Ce cycle d'expansion, qui avait d'abord consolidé le pouvoir aztèque, a finalement mis en lumière ses vulnérabilités structurelles. Le régime fiscal, qui favorisait la splendeur de Tenochtitlan, s'est transformé en un poids intenable. Quand l'arrivée des Espagnols a provoqué une chaîne d'événements désordonnés, il est apparu que cet empire, malgré sa grandeur et sa force, était établi sur des fondations de subordination imposées qui ne tiendraient pas face à un véritable test de cohésion. Pour saisir la décadence de l'Empire aztèque, il est essentiel d'examiner la situation à travers le prisme des peuples assujettis. Malgré la position de Tenochtitlan comme un bastion de puissance et de splendeur, les Aztèques symbolisaient un système d'oppression et de terreur pour les peuples soumis. Ces communautés étaient obligées de verser des tributs périodiquement et de tolérer l'enlèvement de captifs pour des offrandes, une coutume qui nourrissait le mécontentement et l'aspiration à la révolte. Les témoignages des chroniques indiquent que dans plusieurs situations, les peuples sous l'influence ne ressentaient pas seulement de la peur à l'égard des Aztèques, mais les détestaient. Pour ces derniers, chaque retour triomphant des guerriers aztèques se traduisait par davantage de pertes et de souffrances. Les politiques de répression sévères et les représailles violentes en cas de non-paiement des tributs ou de soulèvement renforçaient l'idée que la paix sous le régime aztèque n'était au mieux qu'une illusion. Quand les Espagnols ont débarqué, ces populations ont vu une opportunité. Hernán Cortés a habilement exploité le ressentiment accumulé et a établi des alliances avec des groupes tels que les Tlaxcaltèques, qui avaient longtemps subi le siège et la pression des Aztèques. Pour les Tlaxcaltèques et d'autres alliés autochtones, s'associer aux conquistadors ne représentait pas une trahison de leur terre natale, mais un recours désespéré pour échapper à une oppression insupportable. L'appui des peuples subalternes a été déterminant pour le triomphe espagnol. Les forces indigènes dépassaient en effectif les troupes européennes et maîtrisaient le terrain ainsi que les stratégies des Aztèques. Sans ce soutien, prendre Tenochtitlan aurait été bien plus ardu, voire irréalisable. C'est ce sentiment de trahison manifeste de la part des sujets qui a finalement miné les Aztèques de l'intérieur, convertissant leurs anciens vassaux en alliés de leur plus grand adversaire. Les points de vue de ces populations démontrent que le déclin de l'Empire ne découlait pas seulement de l'intervention des conquistadors,
mais d'une combinaison de tensions internes et d'animosité qui s'étaient accumulées sur une longue période et que les Aztèques n'avaient jamais réussi à apaiser. Le déclin de l'Empire aztèque a commencé à se manifester bien avant l'arrivée des Espagnols. L'une des raisons clés a été la sélection de dirigeants de plus en plus portés vers la guerre et moins vers la diplomatie. Cette stratégie assurait la croissance et préservait l'apparence de puissance, mais négligeait le besoin d'une stabilité interne. L'attachement aux empereurs guerriers, à l'instar des successeurs de Montezuma pur, a engendré une culture où la résolution des conflits se faisait toujours par le biais de la force plutôt que du dialogue. La corruption au sein de l'aristocratie a aussi joué un rôle dans la dégradation de l'Empire. Pendant que les empereurs s'efforçaient de conserver leur pouvoir et de promouvoir l'expansion, la classe dirigeante accumulait une richesse et un pouvoir croissant, souvent au détriment des simples citoyens et des peuples soumis. Les décisions politiques profitaient à certains et creusaient l'écart entre l'élite au pouvoir et la population. Cette inégalité nourrissait le mécontentement interne et sapait l'unité de l'Empire. Malgré le succès des campagnes militaires, même constantes, elles laissaient l'Empire à bout de souffle. Pour soutenir les conquêtes et réprimer les révoltes, il était nécessaire d'avoir de plus en plus de ressources et d'hommes, ce qui générait un cycle pernicieux. Les combats étaient remportés, cependant les séquelles qu'ils infligeaient au tissu social demeuraient sévères et ardues à guérir. Les insurrections internes sont désormais une menace permanente, et même si l'armée aztèque est capable de les écraser, chaque révolte affaiblit davantage l'Empire. La paranoïa parmi les dirigeants aztèques représentait aussi un indicateur de l'époque de déclin. L'empereur Moctezuma II, qui a accédé au trône pendant une période marquée par des signes annonciateurs de calamités grandissantes, a commencé à prendre des décisions qui reflétaient davantage la crainte que la tactique. L'apparition d'une comète et d'autres présages dans le ciel furent perçus comme des manifestations du mécontentement divin. Plutôt que d'opter pour des solutions plus équilibrées, Moctezuma II a intensifié la rigueur des punitions et des sacrifices, amplifiant ainsi l'instabilité. Lorsque les Espagnols sont arrivés, cette série de problèmes internes avait déjà placé l'Empire dans une position délicate. Malgré une apparente force, les Aztèques étaient en réalité un empire divisé et exposé à des vulnérabilités internes. Pour ceux qui étaient au courant des fissures existantes sous la surface, l'effondrement imminent n'était pas une surprise. C'est en 1519, quand des rumeurs initiales de créatures étranges et de grands vaisseaux atteignirent Moctezuma II, que l'Empire aztèque devait déjà lutter contre une tension persistante causée par des révoltes internes et la nécessité de garder le contrôle sur les populations assujetties. Moctezuma, un dirigeant mystique et superstitieux, considéra ces occurrences comme des indices possibles de la venue de divinités ou de messagers sacrés, ce qui orienta ses réactions initiales vis-à-vis d'Hernán Cortés et de ses compagnons. Considérer l'inconnu comme quelque chose de divin fut l'une des plus grandes fautes commises par l'empereur. Les premières rencontres entre les Espagnols et les Aztèques se firent dans une atmosphère de prudence et de diplomatie. Moctezuma dépêcha des émissaires porteurs de présents en or et en bijoux, dans l'espoir d'adoucir ou de séduire les nouveaux venus. Néanmoins, ces abondantes ressources n'ont fait que stimuler davantage l'avidité des conquistadors, consolidant la notion selon laquelle l'Empire aztèque représentait une terre d'une richesse inestimable, méritant d'être conquise. Quand, à Cortés, il a rapidement saisi la dynamique du pouvoir et les divisions internes qui affectaient l'Empire. Il forge des partenariats avec les adversaires des Aztèques, tels que les Tlaxcaltèques, qui percevaient chez les Espagnols une chance de se délivrer de leur oppression. L'armée de Cortés devenait de plus en plus puissante et informée du terrain à mesure qu'elle s'alliait avec de nouveaux alliés indigènes, alors que les Aztèques, enfermés dans leurs coutumes et leurs convictions, ne percevaient pas la menace qui se profilait.
L'entrée de Cortés à Tenochtitlan fut un spectacle qui suscita l'émerveillement des Espagnols. La cité était un chef-d'œuvre en termes d'architecture et d'ingénierie, dotée de canaux, de temples et de places qui égaleraient les plus belles villes européennes. Cependant, la présence des Espagnols dans la capitale se changea rapidement en conflit. Moctezuma, contraint de jouer le rôle d'intermédiaire et de captif, a perdu l'estime de son peuple. Cette situation a atteint son paroxysme avec une révolte qui a poussé les conquistadors à mener une retraite sanglante, célèbre sous le nom de la Noche Triste. Cortés ne s'est pas laissé décourager après sa retraite. Il a consolidé ses troupes, y compris un nombre grandissant d'alliés locaux qui percevaient la chute de Tenochtitlan comme leur meilleur espoir de délivrance. Au cours de cette période, la cité aztèque était confrontée à un adversaire impalpable et létal, la variole. Cette affection, introduite par les Européens, a rapidement contaminé la population autochtone dépourvue d'immunité. La pandémie a dévasté la population de Tenochtitlan, réduisant simultanément la force militaire et le moral de l'Empire. Cortés a tiré parti de la destruction provoquée par la variole et est revenu avec une armée renforcée. Il a mis la ville sous siège, bloquant l'approvisionnement en eau et en nourriture. Sous la conduite de Cuauhtémoc, successeur de Moctezuma, les Aztèques ont fait preuve de bravoure et de résilience en défendant chaque rue et temple. La lutte pour Tenochtitlan s'est transformée en une suite de combats violents qui ont causé des ravages et des pertes humaines de part et d'autre. La lutte a duré plusieurs mois et l'opposition des Aztèques a été remarquable. Toutefois, l'avantage des Espagnols en matière d'armement et de stratégie, combiné à la coopération de leurs alliés locaux, a fini par pencher la balance. Finalement, en août 1521, Cuauhtémoc fut pris et Tenochtitlan fut conquis. Autrefois magnifique, la ville fut réduite à un tas de ruines et mise à sac. La prise de Tenochtitlan a symbolisé la dissolution de l'Empire aztèque et l'entame d'une nouvelle ère sous le contrôle espagnol. La défaite a eu un impact dévastateur, non seulement sur le plan physique, mais également au niveau spirituel. Les temples ont été anéantis, les prêtres assassinés ou bafoués, et ceux qui ont survécu ont été forcés d'adhérer à une religion différente et à un nouvel ordre. La déchéance de Tenochtitlan servait d'avertissement sur la façon dont un empire, qui semblait autrefois invincible, pouvait se désintégrer face à un mélange de contraintes internes et l'invasion d'un adversaire extérieur sans pitié. L'invasion espagnole a non seulement conduit à la destruction de l'Empire aztèque, mais a aussi profondément modifié la société et la culture mésoaméricaine. Le processus d'effacement culturel incluait l'évangélisation obligatoire ainsi que la démolition des temples et des manuscrits anciens. Toutefois, tout n'est pas perdu. De multiples traditions, usages et convictions aztèques ont réussi à perdurer, se fusionnant avec les pratiques imposées par les colonisateurs. Le système d'éducation universelle mis en place par les Aztèques a été supplanté par un dispositif sous le contrôle de l'Église, permettant seulement à quelques individus d'acquérir la capacité de lire et d'écrire. Un gouvernement colonial a été instauré en démantelant les structures de pouvoir existantes, privilégiant ainsi les conquistadors et leur progéniture. Néanmoins, l'impact des Aztèques demeure palpable dans l'architecture, l'art et la cuisine mexicaine. Des aspects tels que l'usage du maïs, du cacao et d'autres denrées alimentaires se sont implantés et se sont diffusés dans diverses régions du monde. Le syncrétisme religieux a aussi marqué de manière profonde. Le catholicisme et les rites et convictions aztèques se sont amalgamés, formant un ensemble distinct de coutumes encore en usage de nos jours. Des célébrations telles que la fête des morts trouvent leurs origines tant dans les coutumes préhispaniques qu'européennes, symbolisant la persistance et l'évolution des cultures autochtones en réponse à la colonisation. L'héritage post-conquête est donc un reflet de résistance et de changement,
Malgré la répression sévère de la civilisation aztèque, ses descendants et sa culture ont su évoluer et perdurer sous le poids d'un nouvel ordre imposé. L'effet de cette fusion culturelle demeure manifeste dans l'identité nationale du Mexique, un pays qui incarne simultanément la grandeur et le drame de ses ancêtres. De nos jours, les traces de la civilisation aztèque sont visibles dans le quotidien du Mexique, qu'il s'agisse de l'usage de noms et de mots en nahuatl ou des danses et rituels traditionnels toujours en vigueur. L'influence aztèque est incontestable. L'histoire de Tenochtitlan et de ses dirigeants est enseignée dans les établissements d'enseignement, non seulement en tant que segment du passé, mais aussi comme un pivot essentiel de l'identité nationale. La Ciudad de México, érigée sur les vestiges de Tenochtitlan, témoigne sans cesse de cet héritage. Les explorations archéologiques poursuivent leur travail de dévoilement des mystères entourant l'existence des Aztèques, et des sites tels que le Templo Mayor attestent de leur magnificence et de leur dévotion. Les coutumes culinaires perpétuent aussi l'héritage aztèque, avec des mets tels que le mole et l'emploi du cacao, des composants fermement intégrés à la vie aztèque. L'influence des Aztèques est aussi perceptible dans l'art et la littérature actuelle du Mexique, qui explore des sujets tels que l'identité, la résistance et l'héritage culturel. Par exemple, les fresques de Diego Rivera saisissent la complexité de l'histoire mexicaine, allant de la splendeur préhispanique à la lutte contre le joug colonial. Ces images dépeignent l'influence persistante de la pensée aztèque sur la conscience collective nationale. Toutefois, ce n'est pas uniquement une question de célébration. L'histoire des Aztèques rappelle aussi les périls de l'oppression et du conflit armé. Aujourd'hui, les Mexicains considèrent leurs ancêtres comme des exemples d'endurance et d'importance de la cohésion face aux difficultés. Cet héritage, bien qu'empreint de sang et de drame, constitue également une source de fierté qui fortifie l'identité nationale. L'influence culturelle des Aztèques sur la société actuelle du Mexique est, après tout, une preuve de résilience. Un récit qui, malgré la défaite, demeure vivant dans les ruelles, au fond des âmes et à travers les coutumes d'un peuple qui ne perd jamais de vue ses origines. L'histoire de l'ascension et de la chute de l'Empire aztèque présente des similitudes avec d'autres civilisations qui ont connu le même sort. De Rome aux empires chinois, la croissance rapide et l'asservissement des peuples conquis ont mené à des circonstances d'instabilité interne. Les Aztèques ont fait la même erreur en misant excessivement sur le pouvoir militaire et la terreur comme moyen de domination, négligeant l'importance de politiques plus englobantes et pérennes. Une similitude avec d'autres sociétés réside dans l'importance accordée à la centralisation du pouvoir. Tandis que les Romains ont su préserver leur unité par le biais d'un système de lois et de citoyenneté, les Aztèques ont choisi un régime basé sur les tribus et la vassalité, ce qui les a rendus vulnérables aux révoltes. Cela prouve que le leadership fondé sur la force peut être performant à court terme, mais n'offre quasiment jamais une garantie de stabilité sur le long terme. La dégringolade de l'Empire aztèque met aussi en exergue l'importance de la diplomatie et de la capacité d'adaptation, tandis que certaines civilisations, à l'image de l'Empire byzantin, ont su perdurer pendant de nombreux siècles grâce à leur habileté diplomatique. Les Aztèques n'ont pas réussi à intégrer et apaiser leur sujet. Sa défaillance à réagir face aux menaces externes et à bâtir des ententes plus robustes dans ses propres territoires a favorisé sa dégringolade face à un adversaire qui a habilement tiré parti de ces clivages. Les enseignements tirés de l'histoire des Aztèques ont encore de la pertinence à l'heure actuelle. Ils démontrent comment l'orgueil et la minimisation des dangers peuvent conduire à la destruction, quelle que soit la force d'un empire. Ils mettent aussi l'accent sur l'importance d'une cohésion sociale et de politique qui ne profite pas uniquement à une élite, mais qui favorise le bien-être de l'ensemble de la population. Finalement, le legs des Aztèques nous rappelle que même les civilisations les plus évoluées peuvent s'effondrer
si elles ne réussissent pas à s'adapter et à prêter l'oreille aux voix de leur population. Un leadership qui ne se préoccupe que du pouvoir, sans tenir compte de l'inclusion et du respect envers ses sujets, cultive les germes de sa propre ruine.